Donc je disais, Gérard Bonner, je suis chargé de limiter la parole des 4 intervenants pour qu'on tienne de l'horaire, tout en leur posant des questions qui leur permettent de se développer largement de ce qu'ils ont à dire. C'est contradictoire comme beaucoup de choses. Le sujet de notre petite table ronde de cet après-midi tient surtout à la manière dont la mobilité durable est abordée par le monde de l'entreprise. Il y a 2 questions, mais en fait ça va se mélanger au fur et à mesure des interventions. Une question qui concerne les salariés, qui encourager la mobilité durable des salariés, et une autre qui est de réussir la transformation énergétique de la flotte des entreprises. Questions qui sont pas liées, mais qui abordent deux aspects. Donc il y a autour de la table Frédéric Cambourilloux du SNTC, Nadine Salaris d'Enedis, Baptiste Marie-Catherine de la CCI et Issam Benbelaïd de la Poste. Alors, j'ai décidé, unilatéralement, sans les consulter, de commencer par Frédéric Cambourilloux, puisqu'il est chargé d'aider les entreprises à mettre en place le PDME. Et comme moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est que le PDME, où on en est, qu'est-ce qui se passe, etc., la question que je pose, c'est d'expliquer ce que c'est, quel est son rôle, et où on en est, et quelles sont éventuellement les perspectives de ce sujet. Donc c'est un peu institutionnel comme première question, c'est le cadre un peu dans lequel se passe cette affaire des entreprises. Frédéric, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Tu peux enlever ton... Oui. Oui, ce sera mieux. Bonjour à tous. Merci Gérard pour cette présentation. Donc effectivement, moi, Frédéric Cambourilloux, je suis chargé relations employeurs au sein du syndicat mixte du transport en commun agglomération clermontoise. Et donc je suis là aujourd'hui pour parler d'accompagnement sur les plans de mobilité employeur. On va faire un petit retour en arrière pour expliquer ce qu'est un plan de mobilité employeur et pourquoi il vient s'imposer dans notre quotidien. La loi d'orientation des mobilités, loi qui a fait suite à celle de la loi LOTI de 83, donc cette loi d'orientation des mobilités est revenue battre les cartes un petit peu fin 2019. Et au niveau des entreprises, elle impose aux entreprises ayant plus de 50 salariés sur un même site d'intégrer un volet mobilité dans les négociations annuelles obligatoires. Donc ces employeurs ayant cette obligation peuvent voir ça chacun de leur côté ou alors peuvent mettre en place ce qu'on appelle un plan de mobilité employeur. Le plan de mobilité employeur est ni plus ni moins qu'un outil du management de la mobilité qui vient donc effectivement qui a diagnostiqué une unité de travail, voir un petit peu quels sont les usages et apporter des actions concrètes en faveur des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Le SNTC fait des plans de mobilité employeur depuis maintenant un certain temps. On a conventionné avec nombre d'employeurs du ressort territorial depuis 2006. Néanmoins, c'est depuis le nouveau plan de déplacement urbain que les politiques locales ont décidé de faire de cet outil un véritable levier de la mobilité douce sur le ressort territorial. Moi, je suis en place depuis 1 an et demi et effectivement, le SNTC a changé de braquet en définissant une méthodologie dédiée à l'accompagnement donc, des employeurs et surtout facilitateur en déployant un certain nombre d'outils leur étant dédiés. Donc, Gérard, je vous laisse peut-être développer. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la démarche SNTC Pro, qui est justement l'outil d'accompagnement. D'accord, mais j'essaye. D'accord. Bon, on peut le faire aussi sans filer. Ni plus ni moins, c'est pas très gênant. C'est en cours de route. Je connais ma trame, c'est bon, c'est juste que ça aurait été plus facile pour vous d'avoir un visuel. Donc, effectivement, un plan de mobilité employeur, pour faire simple, c'est, comme je vous l'ai dit, un de documents composé d'un diagnostic et d'un plan d'action. Et justement, pour mettre en place un plan de mobilité employeur, souvent, on le réduit à 5 étapes. La première étape, qui est l'étape de préparation, c'est là où un petit peu on compte ses petits, savoir qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je m'organise pour faire ce que je veux faire. C'est là où le SNTC frappe à la porte et dit effectivement, moi je peux peut-être vous aider et je m'engage avec vous à vous accompagner à mettre
à disposition un certain nombre d'outils et vous vous engagez avec moi pour faire correspondre votre plan de mobilité à ce que nous, SMTC, on attend d'un employeur. Sa deuxième phase, directement, la deuxième phase qui serait donc la phase de diagnostic propre, c'est ce que je disais, c'est là où on va commencer à vraiment affiner. On va commencer à auditer un petit peu nos collègues. Quelles sont vos mobilités? Comment vous venez au boulot? Est-ce que vous envisageriez de finir autrement? Et si tant est que vous l'envisagez, quels seraient les petits plus qui vous feraient basculer vers autre chose? Quelles sont les problématiques du quotidien? Avez-vous des problèmes de stationnement? Des problèmes est-ce que la mobilité vous coûte cher? Enfin voilà, on diagnostique un peu tout ça et on va arriver à une autre phase pendant ce même diagnostic qui va être la cartographie. On va identifier sur une carte les employés rattachés à cette unité de travail pour évaluer le potentiel de report modal vers telle ou telle solution de mobilité, qui nous permet, avec toute cette phase de diagnostic, d'orienter au mieux vers des actions concrètes et pertinentes à mettre en œuvre pour cette unité de travail. Donc une fois qu'on a dit ça, on a déjà les grandes lignes du plan d'action. Ce plan d'action, on va commencer à le mettre un peu dans la balance et pour que l'employeur et surtout les salariés de l'employeur s'approprient pleinement toute cette démarche, on va proposer de le mettre sous forme d'atelier de concertation où justement on va soit prioriser les actions, soit avoir même les modeler à notre manière de voir ces grandes actions. Évidemment, on passe par la phase chiffrage et programmation pour en faire quelque chose d'opérationnel. Ce n'est pas juste des lignes sur un document. Enfin, j'ai bien fait de pas arriver trop tôt. On arrive justement à la phase un petit peu donc après de validation, tant au niveau donc, de la structure que voire même de nos instances à nous, puisque comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de faire matcher tant les besoins et les actions d'un employeur avec les grandes idées portées par la politique locale qui est représentée donc par le SMTC. On arrive donc à toute cette phase de signature, de validation. Donc c'est ni plus ni moins que la concrétisation de ce travail, elle se solde par la signature d'une convention signée pour 5 ans entre l'employeur et le SMTC. Donc c'est une convention qui nous engage, nous, toujours à accompagner l'employeur tout au long donc, de cette démarche, enfin de cette convention, dans l'animation et l'évaluation de ces actions. Et également à lui proposer des actions complémentaires, notamment en termes d'animation, pour vraiment que chacune des solutions identifiées comme le covoiturage, le vélo ou le transport commun prenne sa place dans les habitudes de déplacement des salariés. J'ai à peu près fait le tour pour être dans le créneau. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis pleinement disposé à y répondre, notamment peut-être à comment on pourrait envisager de travailler ensemble. Tu as tenu mieux que l'horaire. J'ai tenu mieux que l'horaire, mais effectivement. Par contre, j'ai pas encore réussi à mettre ton PowerPoint visible par ici. Et c'est pas très grave. Très bien. Tous ceux qui sont très très intéressés, je laisserai ma carte. Je ne manquerai pas de vous faire une présentation privée. Non, mais comme il y a effectivement quelques minutes, on peut prendre une question et puis allez-y. Donc on a bien compris la phase diagnostic et après plan d'action avec chiffrage. Et dans le chiffrage, c'est quoi les critères? C'est économique, écologique, social? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, en fait, quelles sont vos motivations à vous? Effectivement, c'est autant de volets que l'employeur souhaite mettre en avant. C'est souvent le volet économique, le volet social, évidemment, environnemental, cadre de vie, enfin voilà. Donc c'est autant de critères que l'employeur va décider de mettre en avant. Mais c'est ce qui ressort du diagnostic avant tout. Et de la volonté de l'employeur également. Il y a très clairement des employeurs qui sont dans une démarche limite de greenwashing, ils veulent verdir leur image. C'est intérêt tout à fait louable, hein, et donc ils sont plus sur un volet environnemental. Après, il y a toute cette démarche RSE à prendre aussi en compte pour justement le bien-être des employés, puisque un plan de mobilité doit quand même balayer tous ces volets en même temps.
il y en a forcément qui sont mis plus en avant que d'autres. La possibilité d'une autre question? Non? Effectivement, j'ai été plus vite que ce que j'avais prévu, mais c'est sans support. Mais voilà. On a tendance à. Et comme j'ai pas écouté, j'essayais de faire apparaître le support, j'ai pas de questions à poser. Désolé. Voilà, donc en fait, moi l'idée Moi j'en aujourd'hui. ai une note. Oui, Bah, allez-y. Aujourd'hui, c'est quoi la couverture de la SNTC par rapport à l'environnement, PME, Effectivement, voire grandes entreprises? C'est quelque chose que j'aurais pas omis sans ma présentation. Effectivement, le SNTC, donc maintenant, le ressort territorial est composé de 23 communes. C'est ni plus ni moins que les 21 communes de Clermont-Auvergne Métropole, plus Térémia et Salier, Muret-Salier. Muret-Salier, une nouvelle commune, groupant Ballée et Lozère. Donc c'est autant de communes qui sont desservies par les services de la TEC. Alors, ma question, c'est pas tout à fait celle-ci, mais c'est bien d'avoir précisé, c'est vous adressez à l'entreprise, c'est sur la base du volontariat de l'entreprise pour vous solliciter. Et donc, aujourd'hui, vous considérez, vous couvrez quelle proportion des entreprises de la région? J'ai pas de proportion. Je peux vous dire qu'actuellement, j'ai 38 conventions en cours, mais qui regroupent 77 employeurs, puisqu'il y a des plans de mobilité qui regroupent plusieurs employeurs. Notamment pour la convention qui regroupe le plus d'employeurs, c'est les services de l'État. Donc ce plan de mobilité employeur, c'est 4 sites entre les Hauts-Lagrange, même Armia, la préfecture plus la cité administrative, et donc qui regroupe 19 employeurs différents. Comme vous l'avez dit, c'est souvent une démarche volontaire des employeurs, mais il ne faut pas que ça se limite à ça, parce que le SNTC était un peu dans une démarche d'attente. Et ils attendaient les entreprises les plus légalistes, qui étaient là pour se mettre en conformité avec la loi d'orientation des mobilités. Maintenant, si on veut que les choses avancent, on doit être force de proposition dans cet accompagnement. Il ne faut pas oublier également que la voirie changeait beaucoup. Elle risque de changer d'autant plus en lien direct avec le projet de BSC que le SNTC portons. On a tout intérêt à accompagner les entreprises qui vont être pleinement impactées par ce chantier. Mais ça, mon collègue de la CCI vous le développera peut-être. Voilà. On se doit d'être vraiment accompagnant parce que le PDU va profondément modifier la voirie clermontoise et le BHNS tout autant. Voilà. Je n'ai pas de proportion pour répondre très clairement aux questions. Néanmoins, on est en pleine explosion. Il y a des PME parmi vos contacts? Ah oui, bien sûr, c'est administration et entreprise. Mais concrètement, il y en a beaucoup, très peu, ça progresse. On a plus de PME que d'administration. Oui. Marie-Catherine, pour la CCI, quelle aide proposer cette mobilité durable? Bonjour à tous. Voilà, on va lancer le. Oui, le support. Ça va marcher. 30 secondes. Ça marche. Ça ressemble bien. Il fallait pas arriver dernier, c'est impeccable. C'est vrai que c'est plus pratique avec le support en face de soi. Donc, alors comment la CCI aide les entreprises en matière de la mobilité? Alors, déjà, je travaille comme conseiller environnement et développement durable au service PME de la CCI Puy-de-Dôme, Auvergne, Clermont-Auvergne Métropole. Donc, les CCI, c'est un organisme consulaire qui agit depuis les années à peu près 90 en matière d'environnement, depuis Médater sur Rio, et qui a 4 grandes missions. La première, c'est de créer et de développer l'activité économique sur les territoires. C'est également défendre les intérêts collectifs des entreprises, et une volet formation, et enfin un volet territorial que nous verrons au fur et à mesure de la présentation. Donc concrètement, à la CCI, nous avons 2 casquettes au niveau des PME. C'est l'accompagnement des PME dans le cadre d'un programme régional avec l'ADEME, que je développerai plus tard, et également un accompagnement technique interconsulaire avec la CCI, et également la Chambre des métiers de l'artisanat, sur le projet Inspire pour le compte du SNTC.
très rapidement pour parler un peu du réseau CCI et de la convention CCI-ADEME. Donc, nous avons des CCI territoriales, mais qui est chapeautée par une CCI régionale Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en charge de négocier une convention avec l'ADEME pour qu'on puisse réaliser un certain nombre de prestations. La plupart des prestations sont prises en charge par l'ADEME, ce qui fait que nos PME n'ont pas à contribuer financièrement pour la prestation qu'on leur propose. Donc, je vais juste vous présenter ce schéma pour montrer que, en termes de mobilité, qui est quelque chose d'assez spécifique, nous devons, par la convention ADEME, proposer des choses qui soient à la fois adaptables au contexte de la métropole lyonnaise, hyper-urbaine, comme au contexte d'un milieu plutôt rural comme l'Ardèche, ou, dans le cas ici du Puy-de-Dôme, semi-urbain. Alors, cette convention ADEME, sur 2021-2023, repose sur deux thématiques, l'énergie et l'économie circulaire, et une seule méthode. Alors, pourquoi je vais détailler ça? C'est qu'après, nous verrons comment la mobilité s'insère dans ces outils. Donc, un premier volet qui est un volet de sensibilisation. Donc là, nous allons animer à la fin de l'année, au niveau réseau CCI, différents webinaires sur l'hydrogène, la méthanisation, qui rentrent dans la mobilité pour sensibiliser les entreprises qui sont intéressées, qui souhaitent se lancer dans la démarche. Enfin, le second volet, qui est le volet diagnostic, à la fois sur la vie énergie, là où le but c'est d'établir un état des lieux des consommations énergétiques. Le but étant à la fin d'aider la PME à déterminer les principaux postes de consommation. Qu'est-ce que nous voyons tous les jours? C'est que les PME ont une facture, une dépense énergétique globale, qui fait que lorsqu'on leur demande comment bâtir un plan d'action, il est compliqué d'établir le retour sur amortissement, parce qu'il n'y a pas d'estimation financière qui a été faite auparavant. Donc là, c'est le pendant de l'énergie. Au niveau de l'économie circulaire, nous proposons un pré-diagnostic économie circulaire où nous évaluons un niveau de maturité de l'entreprise sur les pratiques environnementales par rapport aux 7 piliers de l'économie circulaire. Enfin, si jamais l'entreprise veut aller un peu plus loin, nous proposons un diagnostic écoflux qui est ni plus ni moins qu'un audit énergétique simplifié qui permet en fait d'analyser par une approche de coût les différents flux de l'entreprise, notamment le flux du carburant. Donc on fait le lien avec la mobilité. Et enfin, j'aurai l'occasion d'y revenir si l'entreprise souhaite continuer dans cette démarche et nous proposons des accompagnements sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est géré en interne par le conseiller CCI, notamment pour un dossier de demande d'aide dans le cas d'un achat de véhicules polluants. Ou si l'entreprise veut vraiment se lancer dans quelque chose d'assez poussé, là il faut appel à une structure de bureau d'études avec une équipe d'ingénieurs qui utilise des outils très puissants. Et donc, nous avons sélectionné au niveau régional une liste de structures qui peuvent amener ce type de prestations avec une prise en charge par l'ADEME. Alors, pourquoi je vous parle de cette convention ADEME alors que nous faisons une table ronde sur la mobilité? C'est que nous prévoyons, j'aurai l'occasion d'en revenir, une visite mobilité qui est pendant la visite énergie, mais spécifiquement sur la mobilité. Ça permettra, par exemple, à la fin de déterminer un budget de transport pour les entreprises et voir si c'est pertinent ou pas d'acheter un véhicule électrique, par exemple. Alors nous, CCI, nous pensons mobilité, mais au sens très large. C'est-à-dire non pas la mobilité des salariés, qui est la mobilité qui nous intéresse principalement à cette table ronde, mais également la mobilité des marchandises ou la mobilité des clients. Le problème, c'est que nous parlons de disciplines qui peuvent être assez différentes, puisque la mobilité des marchandises, on rentre plus sur une thématique de logistique supply chain, la mobilité du client plus sur une typologie de commerçant, un milieu plutôt urbain, alors que la mobilité des salariés, nous pouvons avoir des remontées d'entreprise plutôt dans un contexte rural. Spécifiquement sur la mobilité, donc avec ces outils que je vous ai présentés, ça nous permet d'établir une première approche globale des enjeux de la mobilité, que ce soit au travers de la visite énergie par une approche par les coûts de la mobilité, ou le pré-diagnostic économie circulaire, où la mobilité rentre dans l'évaluation des bonnes pratiques environnementales. Ça permet également de déterminer des leviers d'action si l'entreprise souhaite améliorer son économie circulaire via l'approche de la mobilité. Comme je disais, nous sommes en train de rédiger au niveau régional un accompagnement spécifique sur la mobilité qui devra répondre à la fois aux enjeux de nos entreprises lyonnaises comme les entreprises auvergnates.
Et enfin, à partir de 2022, nous avons des ateliers techniques sur les enjeux de la mobilité pour nos PME qui seront animés en essayant de mettre en relation les différents acteurs de l'énergie, de la mobilité, qui permettront de sensibiliser nos PME sur ces enjeux. Je parlais dans la Convention ADEME d'un volet accompagnement. Cet accompagnement peut prendre la forme d'un suivi sur la demande d'aide. Lorsque on parle de mobilité, il faut bien comprendre qu'il y a une pléthore de dispositifs financiers provenant de différents organismes. Donc là, nous avons le prêt vert de la Banque publique d'investissement. Nous avons des aides également régionales et européennes à l'utilisation de véhicules électriques à hydrogène. Nous avons tout ce qui est dispositif de l'agence de services de paiement, c'est-à-dire le bonus écologique et la prime à la conversion. Nous avons aussi toute la partie suramortissement, réduction d'impôts et exonération de charges proposée par le Trésor et les finances publiques. Je disais en introduction que nous avons plusieurs missions à la CCI, une mission de conseil, mais également une mission de défense des intérêts collectifs, de co-construction de projets territoriaux. L'un des exemples les plus emblématiques est l'action partenariale CCI, CMA, SNTC sur le projet Inspire, qui est un projet dont les types de prestations doivent être adaptables pour répondre à la fois aux enjeux de la métropole et les enjeux privés de nos entreprises. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Inspire? Alors c'est un projet de création de 2 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service qui permet d'améliorer l'offre en transport en commun et en mode doux, ainsi qu'une création de zones à trafic limité dans le centre-ville, avec comme objectif de réduire l'usage de la voiture, de promouvoir les modes de transport doux, d'améliorer la qualité de vie et la qualité de l'air, et de favoriser un partage équilibré de l'espace public. Alors, nous sommes tout à fait d'accord sur le projet, mais nous souhaitons bien sensibiliser les entreprises et les collectivités sur les impacts attendus, c'est-à-dire ça risque de modifier les délais de livraison, les accès clients, la fréquentation, voire le chiffre d'affaires pour certains types d'entreprises. Je prendrai 3 exemples issus du travail qui a été fait conjointement. Le premier, c'est par exemple un boulanger qui avait axé sa stratégie sur les personnes qui s'arrêtaient le long de la route pour acheter le pain, qui seraient impactées par le projet. C'est un commerçant qui est en train de renouveler son bail et qui se pose des questions sur garder son local ou déménager, ou une pharmacie dont le propriétaire va bientôt partir à la retraite et qui cherche à retransmettre et qui a vu une baisse de son patrimoine liée à ce projet-là. Donc nous, c'est de préparer et accompagner les entreprises à la métropole dans la temporalité entre le lancement du projet et sa finalisation. Alors comment faire avancer et travailler dans la co-construction sans pénaliser les entreprises? Alors ça s'est matérialisé par une enquête qui permettait d'identifier les entreprises et recenser les besoins et modes de fonctionnement, qui permettait d'informer les entreprises, que le Covid étant passé par là, bien que la métropole était le travail de sensibilisation, beaucoup d'entreprises n'étaient pas au courant de ce projet-là. Donc ça a été l'occasion de mener des campagnes de communication, notamment pendant les travaux, et enfin garantir un accompagnement personnalisé pour les entreprises qui seraient impactées. Alors cette enquête a pris 2 formes, une enquête en ligne et également du porte-à-porte avec le personnel de la CCI, avec une fiche entreprise qui permettrait de faire la remontée à la collectivité. Au jour d'aujourd'hui, l'enquête de terrain a permis de recenser plus de 200 entreprises qui seraient concernées par ce projet d'aménagement. Donc, je terminerai ma présentation par un appel aux entreprises qui ont reçu l'invitation ou qui ont été mis au courant de ce projet-là. Ces dernières peuvent s'inscrire sur notre site internet et recenser leur activité afin d'enrichir la base de données qui permettra à la métropole de prendre les mesures les plus appropriées pour les accompagnements. Donc, pour terminer, nous, Chambre de commerce et industrie, nous voyons bien que nous assistons à un changement de paradigme au niveau de la mobilité, puisque nous recevons de plus en plus de demandes d'artisans
de commerçants et de PME, d'entreprises très différentes, dans des contextes très différents, à la fois des entreprises plutôt urbaines, mais également rurales, qui voient la difficulté à recruter des personnels qualifiés. Et nous avons également de la demande de la part de nos partenaires institutionnels et de la métropole. Donc, pour réagir et adapter apporter une réponse adaptée, nous essayons d'aider la métropole à faire des outils généraux qui permettent de sensibiliser un grand nombre d'entreprises, mais également des outils plus spécifiques et plus précis pour répondre aux enjeux de chaque entreprise et pouvoir traiter la thématique au cas par cas. Merci. Merci bien. On peut prendre quelques questions, une ou deux. Ça sera peut-être plus dynamique que d'attendre la fin de la séance. Si déjà vous avez des questions, allez-y. J'ai une question simple. Le futur trajet du DSC. Sur la site de la métropole, et il y a également une page sur le site internet de la CCI sur le projet. Les tracés, là on est en train de travailler la V2, si elle n'a pas été publiée, c'est qu'elle n'est pas encore... Voilà. On est encore sur la V1, mais la V2 est en cours. Et c'est imminent. Il y a eu quelques débats autour du projet. Voilà. Nadine Salaris, quelques mots sur Enedis. Alors, je ne sais pas si vous avez un... Non. Oui, j'avais un peu. Oui, allez-y. Alors, il va être 2 secondes, le temps qu'on essaye de mettre en place. Alors, peut-être que pendant ces 2 secondes, je peux situer Enedis. Donc, Enedis, c'est une entreprise de service public qui a la charge de la gestion du réseau de distribution d'électricité. Nous sommes donc très présents aussi bien dans des territoires ruraux que dans des territoires urbains, urbanisés comme celui de la métropole. Nous travaillons beaucoup avec le CNPC sur la préparation du projet Inspire, bien sûr, notamment parce que ce projet va fortement impacter les réseaux qui sont en sous-sol et il va falloir que nous prévoyions le dévoiement de certaines lignes électriques pour nous adapter aux nouveaux tracés de voies. Donc c'est un gros projet pour nous. Et même si c'est des bus, il faut quand même déplacer quelques réseaux. Mais je n'étais pas là pour vous parler d'Inspire, j'étais là pour témoigner en tant qu'entreprise de ce qui se passe au niveau d'une flotte d'entreprises. Alors, la loi LOM qu'a évoqué mon voisin tout à l'heure et qui a un impact pour les entreprises sur le plan mobilité, à entrer dans les négociations, a un autre aussi impact, c'est qu'une entreprise qui a une flotte importante de véhicules se trouve obligée de la verdir. Donc, nous, Enedis, nous avons devancé cet objectif qui nous a été fixé par la loi LOM pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons une grosse flotte, la deuxième de France après la Poste, et que le transport, c'est en France 1/3 des émissions de CO2. Donc, il faut s'attaquer au transport si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce que nous nous sommes fixés comme objectif? Eh bien, concrètement, j'arrive à passer. Nous nous sommes donnés comme objectif à fin 2030 d'avoir totalement mis des véhicules électriques sur nos véhicules légers. Alors, les véhicules légers, j'allais dire commerciaux, les petites Clio, les petits dans les OE, les 200 litres, etc. Et 70% des véhicules utilitaires légers, donc ça c'est plutôt l'équivalent d'un Kangoo, la petite camionnette. Donc à fin 2030, il faut qu'ils soient les uns 100% électriques, les autres 60% électriques. À date, vous voyez, on est quand même encore loin de cet objectif, puisque à date, c'était en juin là, c'est vraiment tout récent, les chiffres que je vous donne là, on était à 16,4% de cette flotte en électrique sur la totalité de la France. Un peu plus de 3000 véhicules, ça représente 16%, un peu plus que 16% de notre flotte.
Alors, appliqué à l'Auvergne, fin 2021, nous aurons 58 véhicules électriques. Ça sera 14% de notre flotte. Et nous avons un plan moyen terme de financement de renouvellement de flotte qui fait qu'on vise à fin 2024 d'en avoir 156 et d'être monté donc à 38% de notre flotte. Ça pour nous amener à ces 100% et ces 70% à l'horizon 2030. Alors, tout ça, ça ne se fait pas sans mesure d'accompagnement sur les salariés, parce qu'il faut les accompagner sur ce changement. Et puis, des mesures aussi d'installation de bornes sur nos sites, parce que c'est bien beau d'acheter des véhicules électriques, mais encore faut-il qu'on puisse les recharger et les recharger chez nous, donc sur nos sites. Donc en Auvergne, nous avons beaucoup de sites, parce que nous sommes, comme je vous disais, présents sur l'ensemble vraiment du territoire, on irrigue vraiment le territoire. En Auvergne, Enedis, c'est 1000 salariés à peu près, sur l'ensemble des 4 départements. Donc on a beaucoup de sites et on vise en équiper 18 d'ici la fin 2021. C'est un programme immobilier chez nous qui est important. Et on en aura encore 9 à équiper d'ici 2024. Ça nécessite d'expliquer les choses, donc je le disais aux salariés, notamment il faut leur expliquer qu'ils n'ont pas à paniquer par rapport à la recharge d'un véhicule. Chez nous, on équipe les véhicules électriques carte totale, c'est comme ça, les véhicules thermiques sont équipés d'une carte totale, ça leur permet d'aller faire le plein à la pompe. Et quand c'est un véhicule électrique, il y a toujours la carte totale, sauf qu'elle a un petit logo qui symbolise une borne au dos de la carte. Et ça, c'est une carte RFID qui lui permet de faire des recharges, par exemple, sur une borne de recharge rapide, sur un certain nombre de réseaux qui sont accessibles à tous, notamment les réseaux qui sont dans le giron de Total, comme l'ancien réseau Mutual Recharge. Mais ça permet aussi de se recharger, par exemple, sur les réseaux de bornes des syndicats départementaux de l'Allier et de la Haute-Loire qui ont adhéré à un réseau qui s'appelle e-born et qui permet d'avoir une certaine interopérabilité quand on passe d'un département à l'autre. Alors, en plus de cette carte, il y a un livret informatif que nous avons mis dans les véhicules électriques qui leur permettent de leur donner, par exemple, des ordres de grandeur de combien de kilomètres il faut pour aller d'un site à l'autre, de façon à ce qu'ils voient qu'ils ont assez de charge pour faire le chemin qu'ils ont à faire, et qui leur explique aussi quel type de borne ils vont trouver dans le site Enedis dans lequel ils vont, où ils les trouveront, parce que parfois nos sites sont grands. Donc, où est-ce qu'elle se situe et surtout de quel type de borne il s'agit. Est-ce que c'est une borne de 3 kg ou est-ce que c'est une borne de 22 kg? Parce que une borne de 22 kg va permettre de recharger plus rapidement une borne de 3. C'est très simple. Et puis, on fait beaucoup de pédagogie aussi autour du véhicule électrique parce qu'il faut expliquer en fait la conduite douce. Parfois, certains véhicules électriques ont des fonctions, par exemple, qui permettent d'économiser la charge de la batterie. Il faut leur expliquer cela parce que c'est quelque chose de différent par rapport à un véhicule thermique. Et puis, on a utilisé, par exemple, sur ce mois de septembre, la semaine de la mobilité douce pour organiser des temps forts comme des essais et un atelier d'explication. Les gens pouvaient s'inscrire, on leur répondait à leurs questions, on leur donnait de l'information. Et puis, au fil de l'année, on fait aussi témoigner des agents qui sont heureux de conduire un véhicule électrique pour qu'ils puissent montrer à leurs pairs qui sont effrayés parfois par le véhicule électrique qu'on peut très bien réaliser ces tournées, ces trajets avec le véhicule électrique sans problème. Voilà. Et comme je vous disais, on a une grosse flotte de véhicules, c'est un peu le résultat du groupe auquel on appartient. Nous appartenons au groupe EDF.
Donc, on a une certaine pression de la part du groupe pour réussir le verdissement de notre flotte, parce que ça rentre effectivement dans la politique responsabilité sociétale de l'entreprise, bien sûr, et du groupe. Et donc, nous avons rentré ce verdissement de la flotte dans les critères d'intéressement. Qui fait que chacun d'entre nous, chaque salarié de Enedis est intéressé à réussir ce challenge. Je voulais terminer par des choses qui sont pas, c'est pas de notre flotte, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser par rapport à ce qui se passe, notamment avec le projet Inspire et la notion de zone à trafic limité. Bien sûr, Enedis est présente dans l'ensemble du territoire français, donc on a des entités, des directions régionales qui sont très soucieuses de travailler à trouver des solutions sur les derniers kilomètres ou par rapport aux travaux que nous menons. Et là, je voulais vous parler de 2 expérimentations qui ont été faites sur Paris. Il y a une pression forte pour sortir le thermique de Paris du centre-ville. Donc, nos collègues parisiens ont testé sur un chantier une mini-pelle électrique qui était produite dans l'Ain. Ils ont prouvé qu'effectivement, c'était formidable parce que ça réduisait beaucoup le bruit et donc, du coup, ils gagnent en sécurité aussi parce que le bruit ne couvre plus les voies et ils gagnent en confort de travail. Et puis, ils ont testé également un vélo cargo pour les interventions en hypercentre, avec un peu moins de succès, je vous l'avoue, parce que c'est impossible d'avoir du matériel lourd avec un tel engin. C'est bien parce que ça peut permettre d'utiliser les voies dédiées au cycle, donc ça permet de fluidifier le déplacement. Mais il faut que ce soit une intervention de type visite de chantier où l'agent n'a quasiment pas de matériel parce que sinon il y a un peu d'autonomie. C'était vraiment un prototype. Pour le moment, c'est vraiment des expérimentations. Je l'ai marqué dans mon slide, mais c'est ça. C'est des expérimentations. Mais ça peut être des pistes pour l'avenir. Merci bien. Quelques questions? Peut-être? Oui. Oui, mais on aura le même type d'intervention par la poste. Donc voilà, c'est ça. Vas-y. Donc c'est bien, ça verdit. En plus, vous faites travailler votre actionnaire principal, donc c'est sympa. Fournit l'électricité, j'imagine. EDF. Nous n'avons pas forcément comme fournisseur EDF. Ah oui? Je peux vous surprendre, mais Ah oui? nous sommes bien entendu obligés de faire des appels d'offres pour nos achats. D'accord. Et parfois, ce n'est pas EDF fournisseur d'énergie qui gagne l'appel d'offres. D'accord. Et donc, maintenant vous avez un peu de recul, j'imagine que l'accueil des chauffeurs est plutôt favorable. Et par contre, qu'est-ce qui se passe sur le plan économique? Est-ce qu'on se dit, entre le coût, alors je ne sais pas si vous êtes en leasing ou en achat de véhicules, entre le coût d'achat plus l'usage, est-ce que c'est une opération qui économiquement vous feriez s'il n'y avait pas ce côté écologique? Alors, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que l'accueil n'est pas autant favorable que ce que vous semblez le penser. Par exemple, nous avons travaillé avec l'agglomération de Vichy qui a mis en place des bus électriques sur sa ligne A avec 4 bus. Là, les chauffeurs de Transdev, qui est l'opérateur de l'agglo, disent tous « Oh, qu'est-ce que c'est un plaisir de conduire ça plutôt que de conduire un bus thermique. » Nous, ceux qui le font sont convaincus, mais on en a beaucoup qui ne sont pas convaincus et qui ont du mal à passer le cap. Ils ont peur de l'autonomie, essentiellement. Ils ont peur de l'autonomie, c'est surtout ça. Mais moi, je ne veux pas me retrouver en difficulté. Dans le Cantal, il y a des montagnes. Dans la Haute-Loire, il y a des montagnes. Dans le Puy-de-Dôme, il y a des montagnes. Donc voilà. Donc on a beau leur dire que certes on monte, mais après on descend et qu'à la descente on a quand même de la recharge. On a beau leur dire que les distances ne sont pas si énormes que ça par rapport à maintenant l'autonomie des véhicules. N'empêche qu'on a quand même
Alors, on le fait pour notre responsabilité sociétale, je le dis vraiment en premier. Et puis, on le fait aussi parce que, bien sûr, que nous sommes convaincus de ce que je disais tout à l'heure. On a 30%, même plus, à peu près un tiers des émissions de CO2 en France qui sont dues au transport. Donc, si on veut faire quelque chose contre le changement climatique, il faut s'attaquer aux véhicules. Aujourd'hui, nous avons une solution pour le véhicule léger. On n'a pas encore pour les véhicules lourds. Là, on n'a pas d'objectif pour nos masters, on n'a pas d'objectif pour nos camions 4x4 qui doivent sortir, y compris l'hiver, quand il fait très froid, pour aller au fin fond du Sancy, planer les gens. Donc, pour le moment, on a des véhicules légers, on peut verdir nos véhicules légers, on y fonce, on fonce là-dedans. Quand on pourra s'attaquer aux véhicules lourds, on fera. Bon, c'est d'abord ça. Après, sur le plan économique, bien sûr, nos recettes, ce sont les factures d'électricité, hein, donc on fait très attention à ça. Nous avons des dépenses qui sont très cadrées par l'autorité de régulation des énergies, qui s'appelle la Commission de régulation des énergies, CRE. Donc, nous veillons à le faire, à réaliser cette ambition, et dire dans des délais raisonnables et à hauteur raisonnable. Aujourd'hui, on a encore un véhicule léger, qui est un véhicule électrique qui est plus lourd qu'un véhicule thermique pour nous. Mais on a aussi moins besoin de véhicules légers, on fait moins de kilomètres. Vous avez sans doute entendu parler du compteur Linky. Le compteur Linky est un arbre qui cache une forêt qui est la numérisation du réseau. Cette numérisation du réseau entraîne moins de déplacements, donc elle nous amène à avoir moins de kilomètres à faire, donc aussi moins de véhicules. Donc c'est un équilibre. D'accord, mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'analyse qui dit entre mon parc thermique et mon parc électrique, à isokilomètre, finalement, il y en a un qui coûte moins cher que l'autre. Parce que le parc électrique coûte moins cher mais je parle du coût d'usage complet, hein, y compris l'achat de véhicules. Je reviendrai tout à l'heure. La maintenance. Moi, je vous dis oui, les véhicules électriques reviennent moins chers, ils sont plus chers à l'achat, ce qui est un coût à prendre en compte hein, sur nos PND. Mais par contre, au niveau de la maintenance, on a un écart très fort. Beaucoup moins de maintenance. Ok. Monsieur Benguelaï, sur la même question qui concerne la poste. Et on vous laisse parler. Alors, bonjour à tous. Ce que je vous propose, si au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, on va essayer d'être un peu interactif. N'hésitez pas à me couper. J'ai l'impression de faire un monologue sur une présentation. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vous présenter deux petites vidéos de moins de 2 minutes. Et ensuite, on enchaînera sur la présentation. Ça fera un peu de teasing. Vous pourrez poser vos questions par rapport à la stratégie de verdissement de la stratégie de verdissement de la flotte du groupe La Poste, qui est, avant toute chose, je dirais, au-delà d'une stratégie de décarbonation qui est dans l'air du temps, hein, face aux défis climatiques qu'on rencontre actuellement, face aux enjeux gouvernementaux, face aux enjeux des citoyens, est inscrit dans l'ADN même de La Poste depuis plus d'une dizaine d'années. Comme le rappelait ma collègue, c'est l'une des premières flottes électriques en France, c'est la première flotte électrique en Europe et assurément même au monde. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez conséquent au niveau du groupe La Poste. Vous me dites quand je vais interrompre pour la vidéo. Oui, je vais relancer. Sinon, mettez le PowerPoint, on les lancera à la fin. Ce sera plus simple. De manière globale, ce que je voulais dire par rapport à cela, le verdissement en soi n'est pas une fin. On parlait des enjeux qui touchent les différents corps de métier, là on s'attaque à la logistique. La logistique est un secteur d'activité à forte émission en CO2. D'où l'enjeu de s'attaquer à ce modèle organisationnel et cette nécessité de convertir un maximum de flotte thermique en flotte électrique.
l'ambition du groupe La Poste, dont le verdissement est une part de cette stratégie, c'est de faire de la logistique urbaine responsable une ambition stratégique à 2030. Comment? D'ici 2025, on a pour ambition, sur 21 métropoles et les 5 plus grandes villes de France, de circuler exclusivement en mode décarboné ou en mode doux. Quelle est la différence? Le mode décarboné, vous l'aurez compris, c'est la conversion simplement des véhicules thermiques, 4 roues motrices, en des véhicules électriques. Les modes doux, c'est tout ce qui concerne la nécessité d'avoir une assistance humaine. Un vélo à assistance électrique, un vélo cargo, dont je vous présenterai à travers une vidéo, qui est une des solutions par rapport aux problématiques que nous testons et qui est déjà au-delà du test en mode de fonctionnement pour décongestionner cette fois-ci l'hypercentre de toutes les villes de France, qui peut accueillir jusqu'à 100 kg de matériel, dont un nouvel appel d'offres à plus grande échelle nous permettra de répondre à tous les besoins des citoyens et des citoyennes et des enjeux des élus municipaux pour améliorer à la fois la qualité de vie des habitants, améliorer la qualité de vie des postiers et des postières, parce qu'avoir un véhicule électrique, c'est aussi avoir moins de bruit et avoir des conditions de travail qui sont améliorées. Donc c'est favoriser par là également l'impact et l'objectif RSE du groupe La Poste. L'objectif RSE, pourquoi? Parce que cet objectif, le groupe La Poste s'était donné à 2015 un objectif de réduction des émissions de CO2 de 30% à horizon 2030. Nous sommes en 2022, nous sommes déjà à plus de moins de 20% des émissions de CO2. Autant vous dire que ces 30% seront assurément atteints, de par le verdissement, mais de par également un autre pan de l'écologie d'entreprise, dont n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments, qui est une chose aussi fondamentale. Donc, je vous l'ai dit, une des plus grandes flottes de vélos cargo d'Europe d'ici 2025. Le but de décongestionner l'hypercentre de chaque ville et des solutions aussi sur les transports lourds, j'en entendais parler. Nous avons des solutions qui sont en test, pas expérimentées, de faire passer 25% de nos camions lourds, de nos liaisons nationales de transport entre les plateformes de distribution, tous les sites postaux que vous voyez un peu partout en France, en GNV d'ici 2025. Et puis, bien sûr, pour accompagner ce projet, nous avons pour objectif, pour développer cette logistique urbaine, d'acquérir ce qu'on appelle des îlots, des élus, des espaces de logistique urbain en cœur centre-ville. Des petits espaces qui permettront d'acheminer le produit d'un espace, de réduire le haut-pied. Qu'est-ce que c'est un haut-pied? De réduire la distance entre le moment où je prends ma marchandise dans l'entrepôt et le moment où je sers mon client, que ce soit un particulier ou un professionnel. Donc c'est toute une organisation finalement et un maillage logistique sur lesquels nous sommes en pleine révolution. Il faut le dire, c'est une véritable révolution qui s'accompagne d'une transformation immobilière, mais d'une transformation aussi du verdissement de la flotte. Plus concrètement, vous avez le schéma, on ne voit pas très bien, je vais peut-être mettre en écran. Vous avez le schéma de toutes les villes de France, les grandes métropoles de France, et également, non ça ne marche pas, c'est pas grave, et également 5 grandes villes que sont Annecy, Poitiers, Angers, Amiens, Le Havre et Paris en tant que telles, qui concernent ce 100% mode décarboné d'ici 2025, 31 décembre 2024 et début 2025. L'objectif étant aujourd'hui, bien évidemment, d'avoir, grosso modo, je vous donne des chiffres, une conversion environ de 4500 véhicules de thermique à l'électrique jusqu'à 2025. Sur l'Auvergne, ça représente environ, allez, je vais arrondir, je donne des gros chiffres, environ 300 véhicules. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, c'est environ plus de 1700 véhicules électriques qui sont déjà présents. Donc, je vous l'ai dit déjà, 300 en Auvergne. Ça veut dire, chaque semaine, 6 jours sur 7, l'équivalent de plus de 18 fois le tour de la Terre qui est effectué en véhicule électrique, ne serait-ce que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire aussi, derrière, comme l'évoquait ma collègue, certaines contraintes techniques, contraintes chiffrées. Il y a eu une question qui a été posée sur le TCO, le Total Cost of Ownership. Dans notre jargon plus simplement français, le coût global d'acquisition d'un véhicule électrique, qui permet d'évaluer finalement la rentabilité, est-ce que c'est rentable ou pas de mettre un véhicule électrique. Au-delà des enjeux RSE sur lesquels nous sommes considérablement concentrés et qui va au-delà de l'aspect financier, mais bon an, mal an, on sait pertinemment que l'enjeu financier rentre en compte dans ces choix et des critères de décision. Il faut considérer qu'environ 70 km à peu près, 70 km jour, le véhicule électrique
devient intéressant. On descend à 50 maintenant, on monte un peu plus. Mais à partir de 70, et plus on roule, plus c'est rentable. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. On a énormément progressé par rapport à l'autonomie des batteries sur les nouveaux véhicules de nouvelle génération que nous avons actuellement, que ce soit fournis par Renault ou même Peugeot Citroën. Et le TCO se situe aux alentours des 70 km. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est la deuxième contrainte, bien évidemment, vous l'aurez compris, ma collègue en parlait aussi, c'est les infrastructures, qu'on appelle les IRVE, les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Pour nous, le groupe La Poste, nous possédons notre propre parc d'IRVE. Donc nous investissons pour déployer de nouvelles bornes et nous continuons ce projet d'investissement à long terme pour déployer ces nouveaux véhicules électriques. Mais cet investissement, là où la réflexion stratégique, elle est même éco-citoyenne, je dirais, va au-delà de l'enjeu propre pour La Poste. Pourquoi? Je l'explique. Ces bornes, nous les utilisons pour recharger notre propre véhicule. Mais nous travaillons aussi avec ce qu'on appelle communément dans notre jargon la peak période. La peak période, c'est les fortes périodes d'activité, les périodes de Noël, d'octobre à janvier, où nous avons un volume de colis qui explose et qui s'accroît et qui s'est aussi accru de façon structurelle, avec une part conjoncturelle, pendant la période de confinement. Nous proposons et nous réfléchissons surtout à ces modalités de proposer à des sous-traitants de pouvoir permettre à ces sous-traitants de convertir également leur propre flotte et venir se recharger chez nous. C'est des pistes d'études. C'est pour ça que je dis que cette démarche-là, elle va au-delà de l'enjeu propre de l'entreprise et c'est vraiment une réflexion globale qui est éco-citoyenne et qui a vraiment vocation à accompagner finalement l'ensemble des acteurs qui travaillent pour le groupe La Poste à verdir la flotte et les véhicules électriques. Donc, je vous ai parlé des véhicules électriques, je vous ai dit que c'était sur les 21 métropoles, assurément. On en a en dehors des 21 métropoles. Il faut vous dire qu'à chaque fois qu'on décide de mettre en place un véhicule, que ce soit dans une zone rurale, dans une zone urbaine, dans une zone semi-urbaine, je ne vais pas vous détailler toutes les différentes catégories qui existent au niveau de la logistique, systématiquement, nous étudions l'opportunité d'implémenter un véhicule électrique. C'est tout à fait légitime. Et vu que la technologie s'accroît sur la longévité et la durée des batteries, ce champ-là s'améliore de plus en plus. Après, il y a un autre phénomène qui est les véhicules électriques, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Parce que quand je suis dans l'ultra-urbain, comme une certaine zone de Clermont, comme une certaine zone de Lyon, comme toutes les certaines zones, le cœur historique, généralement des villes, le 4 roues, il ne passe plus aujourd'hui. On parlait de PDU tout à l'heure, on est en train de changer, il y a une révolution sur les modes de transport et les mobilités, qu'elles soient piétonnes, l'interdiction des voitures en centre-ville. Et c'est là qu'intervient l'implémentation, qui est finalement une valeur ajoutée par rapport à cette stratégie, des vélos cargo. Donc, je n'ai pas les photos ici, c'est pas grave. Donc, les vélos cargo, voilà. Vous avez un exemple, ce que je vous montrais. Nous, ils sont déjà en fonctionnement. Il y en a déjà une vingtaine à Lyon, il va y en avoir 30 et quelques. Il y en a 4-5 qui seront prévus sur la zone d'hypercentre de Clermont-Ferrand. Il y en a partout qui vont être prévus et qui vont permettre de desservir l'hypercentre de chaque ville. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, nous avons de plus en plus besoin de ce que j'appelle des petits espaces de stockage en centre-ville pour permettre de faire des allers-retours très facilement avec ce mode doux afin d'assurer la livraison des marchandises auprès de nos clients. Donc si je résume finalement, comment ça se passe quand on veut verdir une flotte dans une entreprise? De façon extrêmement schématique. On fait quoi? En premier lieu, on fait un audit technique. Technique pourquoi? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de changer la puissance de mon site? Est-ce que j'ai besoin de faire des travaux immobiliers conséquents? Donc ce qui entraîne des modifications d'abonnement chez nos partenaires, et les 10, parce qu'évidemment, et des travaux immobiliers. Ensuite, j'étudie mon organisation, la tournée, combien de kilomètres font mes véhicules chaque jour, quel est mon périmètre? Mon périmètre, c'est ma zone d'action de chalandise. Quelles sont les mutualisations que je peux réaliser? Et enfin, je commande ce que j'appelle mes infra, mais c'est les infrastructures de bornes IRVE. Je commande mes véhicules en parallèle électrique. Vous n'êtes pas censé nier actuellement aussi qu'on rencontre une énorme pénurie de matériel sur les semi-conducteurs et une énorme pénurie sur le renouvellement de véhicules électriques. Aujourd'hui, un véhicule électrique qui est commandé en juin, on nous annonce parfois des délais jusqu'à l'été 2022, voire parfois fin 2022. Par rapport à la relance, à la reprise économique post-confinement et la crise finalement qui est liée naturellement à l'arrêt total de la productivité, de l'activité du moins pendant 1 an et demi, et toutes les demandes qui arrivent simultanément font que nous arrivons
un certain goulot d'étranglement de l'ensemble des sous-traitants. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est quand même un paramètre à intégrer. Enfin, je vous dirais simplement en conclusion que cette stratégie de décarbonation, elle fait partie de l'ADN même de la réflexion de tous les projets auxquels la Poste mène depuis des années. Elle s'accentue bien évidemment, non pas par rapport au greenwashing, parce que c'est un défi climatique pour lequel nous sommes convaincus depuis des années, qui nous facilite la vie aujourd'hui par rapport à toute actualité et ce qu'on peut entendre parler dans l'actualité, dans l'environnement. Mais nous comptons de plus en plus à nouer des partenariats avec les élus locaux pour trouver des petites surfaces, nous aider à verdir notre flotte. Et donc, à ce titre-là, il se peut que les élus locaux peuvent être sollicités pour nous accompagner dans le développement de nos projets, notamment sur la partie immobilière, et faciliter le verdissement de la flotte. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer sur les vidéos ou elles ne seront pas possibles d'être montrées? Alors, il y a une... Oui, on peut montrer. Voilà, il y en avait deux. Ouais. Mettez elle. La deuxième, j'aurais bien aimé la montrer parce que c'est véhicule autonome. Si vous m'entendez, vous pouvez lancer la vidéo. On va faire le partage. Et vous pensez pas que ça d'immeubles avec des souterrains qui sont en général peu utilisés. Mais il me semble que c'est une opportunité absolument géniale finalement pour la ville et la ville durable, pour venir revaloriser, reconstruire de la valeur urbaine sur des sites qui en étaient finalement dépourvus. Ce retour des espaces logistiques en ville a déjà commencé. C'est parce qu'un entrepôt de colis a été aménagé juste derrière le Capitole, au cœur de Toulouse, qu'on a pu déployer des solutions douces. Le vélo cargo est ainsi devenu la nouvelle star des livraisons. Cet étonnant triporteur à assistance électrique est équipé d'une caisse d'1 mètre cube, pouvant transporter jusqu'à 100 kg de colis. Il est le seul capable de se faufiler dans le dédale du centre historique de Toulouse. Et il a changé la vie de Gaëtan Leguet, qui livrait autrefois en camionnette. C'est beaucoup plus facile de circuler à Toulouse en vélo qu'en étant en camion ou en voiture. Ça permet aussi moins de stress, moins d'attente dans les bouchons. Pour moi, c'est l'avenir. Hein. Vraiment, en ville, de toute façon, ils veulent limiter au maximum les voitures. La ville de Toulouse est construite à partir d'un hypercentre qui n'a jamais été détruit. Donc ce sont des petites rues qui sont entrelacées, donc c'est compliqué. Et en même temps, l'hypercentre, par définition, c'est le plus grand centre commercial de la région et un des plus importants en France. Donc la problématique des livraisons, on la traite depuis pas mal de temps. Dans les ruelles bordées de hauts murs de briques rouges, Gaëtan enchaîne les livraisons. Bonjour. Bonjour. Une petite signature sur le colis, s'il vous plaît. Oui. Et voici, bonne journée. Son vélo cargo fait sensation. Tout le monde veut se faire livrer en triporteur, comme cette commerçante d'une boutique de tissus d'ameublement. Ça passe, mais il faut le mettre incliné. L'avantage d'être en vélo, on peut facilement rentrer au dépôt. Si par exemple j'avais ce genre de colis, mais j'aurais pas pu mettre toute ma tournée, bah c'est pas grave, je serais revenu au dépôt en 5 minutes, j'y suis même pas. Vous actuellement vous faites livrer en camion, c'est ça? Je fais que des camions, ouais. Ouais, ce gare-là et puis ça râle. Ça crée pas mal de bouchons quand même. Hein. Le vélo cargo, lui, sait se faire discret, même dans les rues les plus étroites de la ville rose. Écolo et facile à stationner, le vélo cargo a un avenir radieux devant lui. Les élus lui déroulent déjà le tapis rouge. Nous n'arrêtons pas, effectivement. La logistique de demain devra donc être sympa, mais aussi créative. Pour mieux livrer la ville, les acteurs ne doivent pas craindre d'explorer et d'innover. La ville est en pleine mutation. Fini les parkings à ciel ouvert. Place au vélo, à la marche à pied et aux larges trottoirs. Cette révolution, qui a déjà touché la mobilité des citadins, est en train de s'étendre à la logistique urbaine. Je suis un maire qui va étendre la zone piétonne, étendre le confort de vie, la qualité de vie. Plus personne n'imagine remettre des voitures sur la place de la Comédie. Le défi de la logistique urbaine, toutes les métropoles de la Terre se le posent. Est-ce qu'on veut continuer à voir
que les innovations se font à Singapour, à New York, en Chine. Donc soit on court après les autres, soit on donne envie aux autres de s'inspirer de nous. Les ruelles médiévales du centre historique de Montpellier s'apprêtent ainsi à voir débarquer un étonnant personnage. Après les véhicules électriques et bientôt à hydrogène, c'est une nouvelle innovation technologique qui vient ouvrir le champ des possibles, un véhicule autonome. Je vous présente Caretta, qui veut dire petit chariot en occitan. Ah, c'est une toute avant-première. On vient de le recevoir ce matin, on vient juste de le floquer. Vous verrez qu'il a des formes plutôt rondes, dans la douceur. Et étrangement, il nous rappelle certains jouets qu'ont nos enfants, vous voyez, pour le rendre sympathique. Également, nous lui avons doté de yeux pour pouvoir un petit peu interagir avec les passants sur la voirie. L'itinéraire de ce véhicule électrique tout droit sorti d'un dessin animé sera programmé à l'avance. Mais quid des obstacles et des passants? Pour parer à toute éventualité, la start-up Twinswheel a mis au point un dispositif intelligent. Il est bourré de technologie, c'est-à-dire qu'il est doté de 2 lidars, qui sont comme des radars, mais des lasers, qui permettent un petit peu de s'orienter dans l'espace. Il a une caméra 2D qui permet de l'évitement d'obstacles et de reconnaître des formes. Et pour compléter ce dispositif également, puisque les miroirs et les vitres sont mal captés, il est doté d'ultrasons sur les côtés. Les usages possibles de Caretta sont encore à l'étude. Il pourra servir par exemple de boîte aux lettres ambulante pour les riverains. Mais son rôle principal consistera sûrement à soulager le facteur de ses colis lors de sa tournée. Ce programme de véhicule autonome s'inscrit naturellement sur tout notre programme d'innovation, sur toutes ces façons de mieux livrer la ville. Aujourd'hui, on a un des plus grands parcs de véhicules électriques et innovants au monde. Innover, c'est aussi s'appuyer sur le numérique. Par exemple, en croisant les données de géolocalisation pour optimiser les trajets. Le but est encore et toujours de réduire les flux et de livrer la ville de façon vertueuse. Qui a réussi sa première flaque d'immatriculation mobilier. Donc, il va être en test, c'est des expérimentations. Ça ne veut pas dire des déploiements généralisés, mais dans ce verdissement, je veux dire qu'il y a verdissement, il y a aussi innovation, il y a contribution active de façon intelligente à la décarbonation, mais pas uniquement des villes, c'est très sensé, mais de façon globale sur l'ensemble du territoire français. Merci bien. On a quelques minutes pour une ou deux interventions. Madame, vous voulez dire un mot? Je voulais dire par rapport à la question de monsieur, justement, sur les CPO et par rapport au film que l'on a vu, ce que vous venez de dire est très, très important. Il y a une sorte de paradoxe aujourd'hui qui est que le véhicule électrique, l'électromobilité de façon générale, on l'a vu là avec le vélo cargo en centre-ville de Toulouse, se développe beaucoup dans les métropoles. Et ce sont les urbains qui achètent le plus de véhicules électriques. Alors que finalement, le CTO il est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui est à la campagne. Le véhicule électrique présente toujours un surcoût par rapport à l'achat, par rapport à un véhicule thermique. Et on voit bien que plus on roule, plus on y gagne. Donc en fait, c'est ceux qui roulent le plus qui devraient avoir un véhicule électrique. Mais ce n'est pas l'urbain qui roule le plus. En moyenne, c'est en rural qu'on roule. Grosso modo, un trajet quotidien moyen en milieu urbain, c'est de l'ordre de 45 km par jour, alors qu'on est à plus de 50, 54, 55 quand on est en milieu rural. Donc on voit que c'est normalement les ruraux qui devraient avoir intérêt à acheter un véhicule électrique. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les urbains. Parce qu'ils ont la pression de la zone ZFE, parce qu'ils se disent « Oh là, mais je vais pouvoir aller en ville si j'ai un véhicule électrique. » Enfin, c'est le paradoxe que je vois aujourd'hui. Ce sera un sujet qui sera abordé et souligné dans la séance de jeudi après-midi, deuxième séance de jeudi après-midi. Des questions, parce que là, on a quelques minutes avant que la prochaine table ronde commence, soit pour la Poste, soit plus général. Allez-y. Bon, je ne sais pas si c'est pas
Oui, mais on parle aussi de livraison des produits médicaux en urgence par drone. C'est fait partie du schéma ou c'est... Alors, la Poste, il y a la Poste qu'on voit, qui est jaune, il y a Polissimos qu'on voit, il y a d'autres filiales, il y a DPD, il y a Chronopost, qui appartiennent au groupe La Poste. Et celle qui est la plus avancée entre guillemets sur les expérimentations, c'est DPD Group, qui est un groupe international. Il y a plusieurs expérimentations. Les premiers blocages, enfin pas les blocages, c'est la réglementation aérienne et l'autorisation. Mais les expérimentations ont lieu, elles se poursuivent. Bien évidemment, par contre, vous donner une visibilité sur... ça pourrait se débloquer de façon très rapide une fois qu'on légiférera de façon beaucoup plus... C'est pas encore sûr. Voilà. Donc on se dit tel quel. Aujourd'hui, la réglementation n'est pas encore sûre pour le trafic aérien, par contre. Comment vous abordez les questions d'évolution de la distribution? D'une évolution qu'on ne connaît pas encore précisément. C'est anticipé par la Poste, et si oui, de quelle manière? Bien sûr, de façon simple, de toute façon, c'est pas il n'y a rien de secret. Hein. Les évolutions sont liées à quoi? Sur la distribution de la Poste. La Poste, principalement, si on schématise, elle distribue du courrier, elle distribue du courrier. La distribution du courrier, c'est cette année environ 20% de baisse de trafic. La distribution du colis est en explosion. On avait connu un plus 30%, mais qui avait été un effet conjoncturel. Il y a une part structurelle là-dedans, donc forcément, ça veut dire que le mix produit, le mélange courrier-colis change, avec une part plus prépondérante au colis. Donc, ce qui veut dire que pour la distribution, j'ai une nécessité de capacité d'emport, de place dans mes véhicules, qui devient de plus en plus grande. D'où des vélos cargo qui sont des cubes beaucoup plus importants, d'où des véhicules de liaison qui deviennent de plus en plus longs, tout en électrique, bien évidemment, parce que la marchandise n'est pas la même. Donc, c'est comme ça que nous intégrons ces évolutions de distribution pour nous adapter finalement à la baisse des flux courriers, tout en prenant en compte la hausse des flux colis.